Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est à nouveau Hervé Choseville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. En temps normal, je regarde très peu la télévision. Cependant, lundi 6 mai, j'ai tenu à suivre la retransmission en direct de l'accueil que la France a accordé aux dirigeants suprêmes de la plus grande dictature de la planète. Le président chinois était arrivé en France la veille pour une visite d'État. Ce déplacement est le premier qu'il effectue en Europe depuis la crise du Covid-19 et la France constitue la première étape d'un voyage qui va ensuite le conduire en Serbie et en Hongrie. Je ne vais pas m'étendre dans cette émission sur les détails de cette visite ou sur ses enjeux politiques ou économiques. Les grands médias s'en sont suffisamment chargés. Je tiens plutôt à exprimer toute la honte que je ressens face au faste qui entoure cette venue en France d'un autocrate qui foule aux pieds toutes les valeurs que la République française prétend incarner. Dans le cadre de cette émission, je dénonce fréquemment les atteintes aux droits de l'homme et aux droits des peuples, les dictatures sanglantes et l'oppression de par le monde. Il m'est déjà arrivé d'évoquer la Chine, car le régime communiste, désormais matiné de capitalisme sauvage, qui opprime cet immense pays, coche toutes les cases en matière d'atteinte et de violation des droits de l'homme et de droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. La taille de la Chine et son énorme population font que ces atteintes et ces violations atteignent une magnitude dépassant de loin toutes celles qui peuvent être commises ailleurs. Je voudrais faire aujourd'hui un résumé, loin d'être exhaustif, des principaux crimes de ce régime dont le plus haut représentant foule les tapis rouges que la France a bien voulu dérouler pour lui. Je vais commencer par rappeler que les communistes chinois sont arrivés au pouvoir par la force en 1949, à l'issue d'une sanglante guerre civile qui dura des années, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, parallèlement à la lutte menée contre l'envahisseur japonais. Les deux guerres combinées ont fait des dizaines de millions de morts. Depuis la victoire communiste et la fondation de la République populaire de Chine, le pays a été soumis à la dictature d'un parti unique, le Parti communiste chinois. Non content de réprimer toute opposition depuis 75 années, ce parti a également provoqué des purges internes et lancé des mouvements de masse sanglants tels que le Grand Bond en avant, les Sans-Fleurs ou la Révolution culturelle, qui furent autant d'occasions d'éliminer massivement tout ce qui pouvait faire obstacle à la ligne du parti. Là aussi, les morts se comptèrent par dizaines de millions, ainsi que le nombre de personnes envoyées dans des camps de concentration pompeusement qualifiés de camps de rééducation. Tant les opposants que les représentants de minorités religieuses ou ethniques, ainsi que les membres du parti tombés en disgrâce, firent partie des innombrables victimes de ces énormes purges cycliques. Car dans ce pays qui comptait 800 millions d'habitants en 1949 et dont la population actuelle tourne autour d'1,4 milliard, chaque mouvement de masse, chaque purge initiée et menée par le parti unique au pouvoir ne peut que faire des dizaines de millions de victimes. Au terrifiant nombre de victimes s'ajoutent les immenses dommages causés au patrimoine culturel et religieux d'une magnifique civilisation plurimillénaire. La révolution culturelle des années 60 et 70 en particulier a eu des conséquences dramatiques pour ce patrimoine. En comparaison, les dégâts pourtant considérables causés par la Révolution française au patrimoine architectural et religieux français
furent une aimable plaisanterie. Le grand timonier, dont les étudiants parisiens de 1968 arboraient le portrait et le petit livre rouge, dépasse en horreur, pour le nombre de victimes, ses collègues dictateurs du XXe siècle, Hitler et Staline. Pourtant, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur toutes ces tragédies infligées au peuple chinois par Mao Zedong et ses complices, car il me faudrait pour cela monopoliser l'antenne pendant plusieurs heures. Je préfère consacrer les 20 minutes qui me restent à la Chine d'aujourd'hui, celle dont le président est accueilli en grande pompe par la République française. La Chine populaire a envahi et occupé le Tibet dès 1950 et, depuis, son emprise sur ce pays ne s'est jamais relâchée. La période de la révolution culturelle fut particulièrement terrible au Tibet, avec des centaines de monastères bouddhiques et de trésors de cette antique civilisation détruits et des milliers de moines tués ou envoyés en camps dits de rééducation. Plusieurs provinces de ce pays ont été détachées du Tibet historique pour être transformées en provinces chinoises ordinaires, aujourd'hui majoritairement peuplées de Han, c'est-à-dire de Chinois ethniques, et donc acculturés. Mais dans ce qui reste du Tibet, la colonisation de peuplement et la sinisation ont été intenses. Toute manifestation de particularisme ou de sentiment national tibétain sont impitoyablement réprimées, ainsi bien sûr que toute démonstration de fidélité ou d'affection envers le Dalai Lama, le chef de l'État tibétain et chef spirituel des bouddhistes tibétains, incarnation vivante d'une tradition et d'une culture multiséculaire qui fut contraint de fuir son pays dans des conditions dramatiques en 1959 pour aller trouver refuge en Inde. Lentement mais sûrement, c'est tout un pays, toute une civilisation, tout un mode de vie qui sont en train de disparaître au Tibet de plus en plus sinisés. Pour ma part, à mon très modeste niveau, je ne me suis jamais résolu à voir ce scénario se dérouler et je continue avec d'autres à soutenir le droit du peuple tibétain à vivre libre sur la terre de ses ancêtres. Alors que la Chine dite populaire monte en arrogance et en puissance économique et militaire et devient un concurrent plus qu'un partenaire, et ce, sur tous les continents, je préfère continuer à me ranger du côté des Tibétains dont la cause est juste, même si certains prétendent qu'il s'agit là d'un combat perdu d'avance et qu'il conviendrait de se ranger du côté du plus fort et de déployer tous les fastes de la République pour accueillir avec tous les honneurs l'autocrate qui poursuit implacablement la politique d'oppression, de répression et de sinisation du Tibet. L'action d'étudiants tibétains déployant des banderoles hostiles à Xi Jinping et de drapeaux tibétains sur un pont de l'autoroute sous lequel passait le convoi présidentiel chinois alors qu'il se dirigeait vers Paris, en provenance de l'aéroport, m'a profondément réjoui. En préparant cette émission, j'ai une pensée émue pour Gedun Choki Mima, enlevé ainsi que sa famille par les autorités de Pékin le 17 mai 1995, 3 jours après avoir été reconnu par le Dalai Lama comme la 11e réincarnation du Panchen Lama, la seconde autorité religieuse du Tibet. Ce garçon était alors âgé de 6 ans et on est sans nouvelles de lui depuis son enlèvement. S'il est encore en vie, que lui a-t-on fait subir? À quel lavage de cerveau a-t-il été soumis? Il devrait aujourd'hui avoir 35 ans. Emmanuel Macron a-t-il pensé à demander des nouvelles du Panchen Lama à son visiteur de marque? Si j'éprouve beaucoup de sympathie pour les Tibétains bouddhistes, je n'en soutiens pas moins les Ouïghours musulmans qui sont eux aussi opprimés sur leur terre ancestrale et qui subissent également la colonisation de peuplement
et la sinisation forcée. À ce sujet, je ne peux m'empêcher de remarquer que les exactions du régime de Pékin à l'encontre de ce peuple musulman, de cette région que les Chinois appellent Xinjiang, mais qui est en fait le Turkestan oriental, attirent bien peu de sympathie et de soutien à travers le monde. Où sont les masses fanatisées des pays arabo-musulmans qui descendent dans les rues pour soutenir la Palestine? Où sont les étudiants manipulés qui occupent les campus universitaires aux États-Unis et à Paris pour défendre les Gazaouis? Où sont les foules haineuses qui marchent régulièrement dans les rues de Londres, Paris ou Sydney en éructant de terribles slogans appelant à la mort des Juifs et à l'éradication de l'État d'Israël? Où est Erdogan, le néo-sultan d'Ankara, si prompt à condamner le soi-disant génocide commis par l'armée israélienne à Gaza? Pourquoi ne condamne-t-il pas aussi le génocide, bien réel celui-là, commis par le régime de Pékin contre ses frères et co-religionnaires turkmènes du Xinjiang? Malheureusement pour les Ouïghours, leur cause ne semble intéresser personne, même pas les musulmans. L'oppresseur de ce peuple musulman d'Asie, n'étant pas israélien ou juif, son sort ne suscite aucun élan de sympathie, contrairement à celui des Palestiniens. Pourtant, si Israël avait utilisé les mêmes méthodes que celles de la Chine communiste, la question palestinienne aurait été réglée depuis longtemps. Les crimes commis par le régime de Pékin à l'encontre des Ouïghours sont épouvantables. Atteinte à la liberté de culte, destruction de mosquées, interdiction faite aux hommes de porter la barbe, suppression de tout enseignement religieux, stérilisation forcée des femmes, enfermement de centaines de milliers de Ouïghours dans d'immenses camps de concentration que le régime présente comme étant des centres de formation professionnelle. Dans ces camps, les internés ont l'obligation de parler chinois et d'apprendre les chants et les slogans communistes et patriotiques chinois. Le but est de faire de ces hommes et de ces femmes de véritables Chinois communistes. C'est sur le territoire des Ouïghours que la Chine communiste a fait exploser à l'air libre 45 bombes atomiques entre 1964 et 1996. Au Xinjiang comme au Tibet, Pékin a développé une politique de colonisation de peuplement. De nos jours, les autochtones du Xinjiang représentent moins de la moitié de la population totale de ce territoire. Les actions du régime communiste peuvent sans aucun doute être qualifiées de génocide. La colonisation de peuplement a été pratiquée et continue à être pratiquée dans d'autres régions faisant partie de la République populaire de Chine. Ce fut particulièrement le cas en Mongolie intérieure, où les Mongols autochtones sont désormais ultra-minoritaires. Les Mongols ont cependant la chance d'avoir conservé un territoire à eux qui ne fait pas partie de la Chine. Il s'agit de la République de Mongolie, autrefois connue sous le nom de Mongolie extérieure, par opposition à la Mongolie intérieure intégrée à la Chine. Toutes les minorités ethniques de Chine, et elles sont très nombreuses, ont eu à subir et continuent hélas à subir cette même politique de sinisation forcée. Si les bouddhistes tibétains et les musulmans ouïghours sont persécutés, c'est également le cas pour les adeptes d'autres religions, à commencer par les chrétiens. Combien d'évêques, combien de prêtres, combien de religieux catholiques chinois ont-ils été envoyés en camp de rééducation? Combien y ont-ils péri depuis 1949? Des milliers, certainement. C'est aussi le cas des pasteurs des différentes églises protestantes présentes en Chine. Mais le pire pour l'Église catholique de Chine, c'est qu'elle est vue, depuis la fondation de la République populaire de Chine, comme une entité vassale de l'étranger, puisqu'elle est fidèle au Saint-Siège, et à ce titre hautement suspecte d'espionnage ou de trahison. C'est pourquoi le régime a non seulement interdit l'Église catholique et persécuté ses responsables et ses fidèles, mais a aussi créé de toutes pièces une nouvelle Église dite catholique dépendant du Parti communiste chinois et sans lien avec Rome. Les églises catholiques qui sont encore ouvertes au culte en Chine sont sous le contrôle de cette église d'État.
Depuis les années 1950, les quelques 10 millions de catholiques chinois sont donc divisés entre l'Église officielle contrôlée par le parti, par le régime, et une Église clandestine restée fidèle au pape. Le pape François a tenté de résoudre cette délicate situation en ouvrant des négociations avec Pékin, lesquelles négociations ont abouti à un accord en 2018. Au terme de cet accord, dont le contenu a toujours été gardé secret, le pape François avait accepté de reconnaître la nomination de 7 évêques désignés par le gouvernement chinois sans son accord. Cet accord entre le Vatican et Pékin devait durer 2 années, mais il a déjà été renouvelé à 2 reprises. Dans le cadre de cet accord, le 29 janvier dernier, un nouvel évêque chinois a pu être ordonné en accord avec le gouvernement. Mais, selon des fidèles, depuis le début du rapprochement Chine-Vatican, la répression engagée contre l'Église clandestine n'a jamais diminué, alors que le régime du président Xi Jinping semble accroître la surveillance de l'ensemble des cultes. Ces dernières années, des églises ont été détruites, des croix enlevées des clochers et des crèches religieuses fermées. Rappelons que le Vatican a toujours des relations diplomatiques avec la République de Chine, c'est-à-dire avec Taïwan, une île où les catholiques, comme les adeptes de toutes les autres religions, jouissent d'une totale liberté de culte, en contraste flagrant avec la situation prévalant sur le continent. Comment évoquer la Chine de Pékin sans parler de la disparition complète de la moindre liberté politique depuis la fondation de la République populaire? Le pays est soumis à un régime à parti unique, le Parti communiste chinois, qui se confond complètement avec l'État. Les deux sont indissociables. Le parti, c'est l'État, et l'État, c'est le parti. Dans un tel cadre rigide, il ne peut exister la moindre opposition, la moindre dissension. Le contrôle du parti sur la société, sur les citoyens est total, et la liberté d'expression n'existe pas. Les médias sont tous des médias d'État et ils sont strictement contrôlés. L'accès libre à Internet est impossible et des mots-clés tels que Tiananmen sont strictement censurés. La moindre évocation de la sanglante répression des manifestations étudiantes de 1989 est absolument impossible. Le seul morceau de Chine où subsistait un tant soit peu d'espace de démocratie et de liberté d'expression était la région administrative spéciale de Hong Kong, au terme de l'accord sino-britannique qui avait permis la rétrocession de ce territoire à la République populaire de Chine en 1997. Cet accord prévoyait le maintien des systèmes économiques et législatifs et le mode de vie hongkongais selon le principe « un pays, deux systèmes » pendant une durée de 50 ans. À l'époque de cette rétrocession, les optimistes pensaient que le respect de cet accord aurait pu paver le chemin à une éventuelle réunification de Taïwan avec le continent. Hélas, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, l'homme que la France accueille avec tant d'honneur, cet accord s'est réduit à une peau de chagrin. Le système démocratique a été bafoué, l'opposition réprimée et les leaders de cette opposition ont tous été arrêtés, jugés et condamnés à de lourdes peines de prison, à l'exception des quelques-uns qui sont parvenus à s'enfuir et à se réfugier hors de Chine, en particulier à Taïwan. Nul doute que le non-respect flagrant de l'accord sino-britannique à Hong Kong a dû dissuader les rares Taïwanais qui pensaient une réunification avec la Chine souhaitable et renforcer le sentiment indépendantiste de la majorité des insulaires, trop attachés à leur système économique et à leur liberté. J'ai une pensée particulière en préparant cette émission et en la présentant pour le courageux Joshua Wong, ce jeune activiste hongkongais, arrêté pour la seconde fois en 2020 et condamné à plusieurs peines de prison, comme d'autres leaders du mouvement pro-démocratie. À ce jour, Joshua croupit toujours dans une geôle chinoise.
Il avait participé à ses premières manifestations pro-démocratie à l'âge de 14 ans. Il en a aujourd'hui 27. Sa famille s'est réfugiée en Australie. La Chine est en outre le premier pays au monde pour le nombre d'exécutions de condamnés à mort. Les exécutions seraient même programmées en fonction des demandes de greffe d'organes qui sont prélevées sur les personnes exécutées. Le bilan du régime communiste chinois en matière de droits de l'homme et de droits des peuples et des minorités est donc accablant, et le pire est que la situation ne s'améliore pas, bien au contraire. Depuis la cooptation de Xi Jinping à la tête de l'État parti en 2012-2013, la situation n'a fait que se détériorer et son pouvoir, lui, n'a fait que se renforcer. Sa pensée politique a été érigée au rang de dogme à l'égal de celle de Mao Zedong. Et, à 71 ans, le mois prochain, il semble être assuré de rester au pouvoir pendant encore de très longues années. On entend souvent dans les milieux bien pensants, en Europe et en Amérique, que contrairement à la Russie ou aux États-Unis, la Chine n'est pas un pays expansionniste et qu'elle ne représente donc aucun danger pour ses voisins proches et lointains. Il n'y a rien de plus faux. Avec son énorme budget militaire en augmentation constante, la Chine a modernisé son immense armée et elle représente une menace pour ses voisins, en particulier dans la mer de Chine méridionale où elle tente de s'emparer dans sa quasi-totalité jusqu'au littoral de Bornéo, loin au sud du Vietnam et des Philippines, de cette mer. Au fil des ans, elle a occupé des dizaines d'îlots déserts et de rochers qui ne lui appartenaient pas au milieu de cette mer de Chine pour les bétonner et les transformer en autant de bases navales et stratégiques. Ces nouvelles possessions lui permettent de revendiquer un très vaste espace maritime lui permettant d'y exploiter les ressources naturelles. Presque chaque jour, des incidents opposent les gardes-côtes chinois aux pêcheurs philippins qui sont véritablement harcelés. Comment pourrais-je ne pas citer le cas de Taïwan, que la Chine populaire revendique et sur laquelle elle accentue chaque jour sa pression militaire, ne dissimulant même pas ses projets de conquête militaire. Or, Taïwan est une démocratie exemplaire, respectueuse des droits de l'homme, des droits de ses minorités ethniques et de la liberté de culte. L'ONU et le monde entier ont cependant mis ce pays au banc des nations alors qu'il est en tout point exemplaire. Pour ma part, je persiste à me sentir beaucoup plus proche des valeurs défendues par l'ancienne Formose que par celles de la Chine dite populaire. Dans l'Himalaya, l'occupation du Tibet a permis à la Chine de s'emparer de vastes territoires. Le premier de ces territoires est l'Aksai Chin, situé selon l'Inde dans le Ladakh indien et selon la Chine dans les régions du Xinjiang et du Tibet. L'autre territoire, appelé Arunachal Pradesh, se trouve au sud de la ligne McMahon. La ligne McMahon faisait partie de la Convention de Simla de 1914, signée entre l'Inde britannique et le Tibet indépendant. L'Inde continue de soutenir que la ligne McMahon est la frontière légale à l'Est. La Chine n'a jamais accepté cette frontière, affirmant que le Tibet n'avait jamais été indépendant et qu'il ne l'était pas lors de la signature de la Convention de Simla. Ce contentieux territorial entre les deux géants asiatiques, tous deux puissances nucléaires, a provoqué la guerre sino-indienne de 1962. Les troupes chinoises ont attaqué les postes frontières indiens au Ladakh à l'ouest et ont traversé la ligne McMahon à l'est. En 1967, il y a eu un bref affrontement frontalier dans la région du Sikkim. En 1987 et en 2013, des échauffourées ont opposé les soldats indiens et chinois. De multiples affrontements ont éclaté en 2020, faisant des dizaines de morts
en juin de cette année-là, de part et d'autre. Pour achever ce tableau accablant, je ne ferai qu'évoquer rapidement les pratiques commerciales agressives de la Chine partout dans le monde, y compris en Europe. Mais les principales victimes de ce nouveau type d'impérialisme sont les pays du Sud, les pays en voie de développement, dont les gouvernements ont succombé au chant des sirènes pékinoises et ont signé des accords léonins qui portent atteinte à leur souveraineté nationale. Des pans entiers de leur économie sont passés sous contrôle chinois. Le cas du Sri Lanka est à cet égard emblématique. Je pense aussi aux désastres écologiques causés par les grandes compagnies chinoises au Laos, au Cambodge et même dans certains pays d'Afrique. Voilà, chers amis auditeurs, ici s'achève ce résumé au sujet du pays dont la France vient d'accueillir le dirigeant suprême. J'avoue avoir quelque peu méchamment souri en voyant les images de la tempête de neige qui s'est abattue mardi 7 mai sur le Tourmalet, où son hôte français avait cru bon d'inviter M. Xi Jinping et son épouse. Mais pour la France, l'honneur est sauf. En effet, l'empereur rouge n'a-t-il pas consenti à lever les restrictions qu'il avait lui-même imposées aux importations de cognac français dans son pays? Pour finir, chers amis auditeurs, je vous propose d'écouter le chant Glory to Hong Kong, gloire à Hong Kong, le chant des pro-démocratie, des militants pro-démocratie à Hong Kong, un chant qui est totalement banni des ondes et même depuis peu de l'Internet dans ce territoire de Hong Kong. Et je vous dis à la semaine prochaine.